Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 42. Et dans cette chronique, je vais faire une analyse concernant le lumpen prolétariat. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le lumpen prolétariat et comment pouvons-nous actualiser aujourd'hui cette identification de classe, ou je dirais même de sous-classe? Alors, prenons le terme qui est usité, disponible par exemple sur les wikis, sur Wikipédia. Selon la phrasologie qui est explicitée, les membres du lumpenprolétariat qui n'ont aucune conscience de classe et qui ne veulent pas en avoir sont capables de mener une lutte politique organisée. Leur instabilité morale, leur paresse, leur manque d'éducation, leur penchant pour l'appât du gain, l'aventure, la violence potentielle permettent à la bourgeoisie d'utiliser certains de ses représentants comme briseurs de grève ou comme membres, je dirais, représentants de leurs intérêts. Alors, comment pouvons-nous définir réellement et précisément ce que le lumpenprolétariat est défini déjà chez Marx et dont effectivement la gauche culturelle a complètement trahi, puisqu'elle s'est mise aux côtés de ceux qui en font l'éloge, et puis le prolétariat de toute manière est la conséquence logique d'un sous-prolétariat d'une société capitaliste, marchande, et dont effectivement aujourd'hui le sous-prolétariat américain, par le biais du rap et d'une culture urbaine, est devenu finalement au fond aujourd'hui la représentation commerciale comme sujet de référence dans les différentes banlieues des sociétés capitalistes de l'Occident. Et donc effectivement, quand on regarde aujourd'hui ce curieux processus d'enfermement psychologique et moral qui conduit régulièrement certains sujets, généralement dans le but de préserver leur confort intellectuel ou leurs privilèges mandarinaux, à se rendre délibérément aveugles à la réalité qu'ils ont sous les yeux, là où finalement les gens ordinaires ouvriront la fenêtre pour connaître le temps qu'il fait. Aujourd'hui, tout ce qui dépend d'une conception de la nation est un élément qui fait que cela est rétrograde et cela est forcément raciste. Alors c'est effectivement un phénomène très étrange, parce que finalement, au fond, aujourd'hui, nous pouvons constater, d'une manière générale, comme le rappelle Marx, qui du reste n'avait pas de mots assez durs pour fustiger le lumpen, c'est-à-dire cette pépinière excusez-moi du terme, mais je reprends les phrases de Marx, pépinière de voleurs, de criminels de toute espèce, intéressés par l'appât du gain, prêts à tous les sacrifices pour obtenir ce que la société marchande leur garantissait, par l'éloge du banditisme, le plus crapuleux, la vénalité la plus infâme, ce que nous voyons aujourd'hui arboré dans les clips de rap, je dirais, cette effervescence de mettre en avant produits de luxe, et donc bien entendu, ce lumpen se fait aujourd'hui le digne représentant, moyennant finance, car au passage, il est largement récompensé, puisqu'il entraîne avec lui une multitude de jeunes écervelés,
Et donc, comme disait Marx, cette fascination, dont leurs conditions de vie disposent généralement à se vendre à la réaction, cette fascination pour le crime et la délinquance, même si elle a parfois rencontré un écho dans certaines fractions minoritaires, du mouvement anarchiste par exemple, qui trouve donc en réalité sa source véritable dans l'imaginaire du libéralisme développé, dès lors, en effet, que la logique de la société capitaliste conduit inexorablement à diaboliser toute idée de limite. Nous avons par exemple le développement du marché qui doit être libéré de toute entrave protectionniste, le développement des droits individuels ne doit être limité par aucun tabou, la transgression de toutes les valeurs héritées tend à venir, je dirais, une fin en soi, et dont effectivement l'intérêt de la règle, de la limite, de la norme, c'est justement qu'elle permette la transgression, car la liberté, c'est la transgresser. Et c'est avant tout cette sacralisation libérale du absence de limite qui explique l'indulgence d'une grande partie de l'intelligentsia moderne pour toutes les formes de transgression délinquantes, et ce qui, bien entendu, inclut les pratiques ordinaires de l'élite au pouvoir. Même s'il est vrai que ce sont le plus souvent les libéraux culturels, autrement dit les intellectuels de gauche, qui ont une longueur d'avance sur les libéraux de droite, un peu, je dirais, coincés, excusez-moi de cette expression, et qui, effectivement, ont pris sur eux de développer ces aspects particuliers du dogme. On songe entre autres aux travaux, par exemple, de Michel Foucault, ou à la canonisation de Jean Genet, ou, je dirais, de l'éloge du misérabilisme et du banditisme. Alors c'est vrai, je reprends un petit peu les travaux de certains penseurs, aussi bien Lénine que Marx l'ont bien compris, la mobilité du capital, et du capital est au cœur même de la logique capitaliste. Elle est le seul moyen, disait déjà Adam Smith, de permettre à l'offre et à la demande de correspondre de façon optimale. Alors bien sûr, je ne fais pas le procès d'Adam Smith, parce que lui-même, dans son libéralisme, prenait l'existence de l'État avec des normes de contrôle, mais l'idée, je dirais, de l'offre et de la demande, d'une façon optimale, est aujourd'hui, je dirais, réinterprétée et garantit au grand capital la richesse pour certains et l'avidité pour d'autres. Et de là, bien entendu, la nécessité d'un monde sans frontières, dans l'invitation permanente à la mobilité géographique ou professionnelle, par le biais, aujourd'hui, on le voit, de migrants qui sont, je dirais, accompagnés par des organisations comme la Open Society de George Soros, et qui, bien entendu, sont là pour constituer le futur cheval de Troie de la haute finance. Alors, naturellement, euh, l'apologie que nous avons aujourd'hui moderne du mode de vie de nomade, cher à Attali, soulève de nombreux problèmes philosophiques. Ne serait-ce que parce qu'elle revient à rendre impossible toute forme d'engagement, je dirais affectif durable, ou tout lien social solide, s'implantant sur une histoire commune, mais elle est surtout utopique. Ce nouveau mode de vie mobile, qui est d'abord le fait, on l'oublie souvent, des élites économiques, politiques et culturelles, ne saurait en effet être universalisé sans contradiction. Alors, contrairement à l'illusion que les médias officiels s'efforcent de répondre, il faut rappeler en effet que le fameux tourisme de masse ne touche en réalité que 4% de la population mondiale et que l'immigration au sens strict du terme n'en concerne que 2%. Et cela en comptabilisant les nombreux expatriés des pays riches. Alors si ce mode de vie sans frontières devait devenir la norme, comme l'utopie libérale l'exige, impérieuse, n'en déplaise à ceux qui sont dans une dynamique oxymorique, qui prône, je dirais, le respect de la souveraineté et de la nation, et qui, d'un autre côté, ont un système
qui va à l'encontre des idées qu'ils invoquent, puisque le plus souvent je constate que l'idée est oxymorique à la dynamique économique, l'un est contraire à l'autre. Alors, bien entendu, dans ces déséquilibres, on se heurterait donc rapidement à des problèmes écologiques et énergétiques insurmontables. Alors, même si l'ONU, pourtant acquise à la mondialisation, reconnaissait dans un rapport récent que d'ici 2050, il sera absolument indispensable, en raison des ressources limitées de la planète, de réduire de façon drastique les transports automobiles, aériens et le commerce international à longue distance. Donc on retrouve donc ici, sous une autre forme, l'éternel problème que soulèvera toujours le projet libéral d'une croissance infinie dans un monde fini. Ensuite, nous pouvons constater effectivement qu'il y a dans la théorie de la lutte des classes une idée surprenante. Dans certains cas, les classes sociales les plus diamétralement opposées peuvent se joindre et s'épauler. Si les travailleurs du prolétariat prennent rapidement conscience de la divergence de leurs intérêts avec la classe capitaliste et de la nécessité de l'éradiquer. Or, le sous-prolétariat pose quant à lui davantage de problèmes. Pour diverses raisons, il existe dans les sociétés capitalistes une frange perdue, voire pourrie, écrit Marx, végétant de larcin, en trafic, ayant pour respect et objectif de ressembler aux tenants et à ceux qui font, je dirais, l'idéologie du grand capital et de la réussite sociale à tous azimuts, et dont les intérêts sont parfois plus proches de ceux des bourgeois que ceux des travailleurs, peut-être parce que ces groupes sociaux vivent du vol et de l'exploitation. Il y a dans le peuple des trafiquants, des macros, des assassins, un allié potentiel, quoique distinct socialement, de la bourgeoisie exploiteuse, qui, elle, a son niveau et sa capacité, et aussi dans un domaine de larcin, mais en col blanc. Alors, toutes les conditions de son existence font que le lumpenprolétariat sera plus disposé à se laisser acheter pour des machinations réactionnaires, et dont, effectivement, sous le prétexte de fonder une société de bienfaisance, on a organisé des sections secrètes de canailles pour, je dirais, travailler pour le compte de certains. Cela n'est pas nouveau. On peut considérer qu'également dans le fascisme, dans les années 20, qui a mis en mouvement les masses de la petite bourgeoisie affolée par les bandes du prolétariat déclassé et démoralisé, pouvant être récupérés par les communistes de l'époque, afin bien entendu de mettre Mussolini au pouvoir. Alors, certes, la sociologie n'est pas si simple. D'autres exemples indiquent que dans certains cas, ces éléments peuvent être récupérés par des mouvements révolutionnaires, et dont on peut considérer que quand les individus sont formés, ou qu'ils sont conscients de leur dimension, de leur classe, et qui par, je dirais, la connaissance, et par le savoir, peuvent s'émanciper. Mais le système, par le biais de sa séduction, de l'imposture de la marchandise, aujourd'hui, défait complètement ces classes et les aligne comme mode, je dirais, d'exemple de la société du sous-prolétariat américain. Et le lumpenprolétariat s'est révélé un soutien quasi inconditionnel des contre-révolutions et des contre-États. Alors, je vais faire une analyse un peu terrible. Parlons des émeutes des banlieues françaises. On s'interroge sur ce cas précis, et dont les émeutes qui explosent de façon endémique depuis à peu près une vingtaine d'années. Tous les éléments y sont réunis pour engendrer un lumpenprolétariat particulièrement, je dirais, actif. Alors, dans la plupart de ces quartiers, le taux de chômage est 2 fois supérieur à la moyenne nationale, ça c'est un fait. Celui des jeunes dépasse 40%. Aujourd'hui, une nouvelle donne est rentrée aussi également en ligne de compte,
par le truchement également des pays tels que l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui ont besoin de think tanks, qui eux-mêmes sont alliés au modèle américain ou au modèle néolibéral et capitaliste américain. Voyons apparaître le fanatisme religieux et qui tient lieu de connaissance et l'engouement pour le sport, la télévision tiennent lieu de culture. Par exemple, le rêve des enfants de Trappes ou d'ailleurs n'étant pas bien sûr de devenir chercheur au CNRS ou ingénieur pour redresser l'industrie française, mais d'emboîter le pas au grand frère d'Anelka ou comique Jamel Debbouze. Quant à l'éducation politique, la loi du plus fort et les préceptes œil pour œil et dent pour dent tiennent lieu de principe. Bien entendu, ceux qui se sont sortis du ghetto et qui sont devenus aujourd'hui les meilleurs agents du système déballent leur fortune et leur réussite et montrent lieu de leur soumission au système capitaliste. Pas besoin de lire les travaux du sociologue Hugues Lagrange pour savoir que la plupart des émeutiers viennent des dictatures, généralement instaurées par Sanofi, Alcatel, Shell, Total, AXA, Unilever et Nestlé, où le moindre délit est puni de mort. Au Congo, par exemple, les policiers de Sassous achèvent sur place les voleurs, et dans beaucoup de régions du Maroc, ce sont les habitants qui s'en chargent. D'où certainement la difficulté qu'éprouvent certains émeutiers téméraires à bien cerner les limites à ne pas dépasser. Alors même si la révolte y est, à l'état latent, et le moindre prétexte contre l'identité d'une femme poilée, caricature d'un journal sans lecteur, blasphème au regard de travers, refus d'offrir une cigarette, tient lieu élément déclencheur d'une nouvelle, geste social. Les principales victimes sont bien entendu les habitants des quartiers populaires, qu'on appelle le vrai prolétariat, qui lui, malheureusement, a été trahi par ceux qui avaient le devoir de les accompagner, vivant dans la crainte pour leur propre sécurité, mais aussi pour leur propre bien. On recense par exemple plus de 10 000 voitures incendiées pendant les émeutes de 2005, la saleté et la privation de sommeil, mais le secteur public est indirectement, l'usager, entre guillemets, qui a subi les plus lourdes pertes. Au tableau de chasse des émeutiers, on trouve certes quelques boucliers de CRS, mais aussi surtout des crèches municipales, des écoles maternelles, des médiathèques, des gymnases, des maisons associatives, symbole de cette déclaration de guerre à l'État. Certainement plus fort que les lapidations des agents de la police nationale, la mort du gardien d'un lycée public de Trappes asphyxié pendant les émeutes. Nous avons également aussi les dessous du modèle qatari. Le modèle républicain français a de nombreux ennemis, si la plupart des émeutiers agissent, de façon consciente ou inconsciente. Il est clair que la régularité de ces attaques contre la République ne peuvent être purement gratuites. Prenons le cas des médias, le canal satellite le plus influent du monde, des communautés arabes, Al Jazeera, surnommé le CNN islamique. C'est un moyen de propagande de masse, et on sait ô combien ce média s'est illustré comme étant média de propagande anti-Kadhafi et anti-Bachar, qui, comme l'ont montré les dernières contre-révolutions des pays méditerranéens, est capable de soulever des masses. Et on doit à cette chaîne qatari l'accélération de la chute de Kadhafi, la lutte terroriste anti-Bachar. Sans grande surprise, le journal soutient les émeutiers de Trappes. Le racisme systématique de la police contribue aux tensions avec ces jeunes. En France, police, brutalité, no burqa, the source of tension, Al Jazeera. Pendant toute la guerre froide, Radio Free Europe, financée par la CIA, a diffusé une propagande anticommuniste à travers toute l'Europe. La CIA qui, aujourd'hui, distribue les armes aux côtés du Qatar en Syrie, n'a pas perdu ses bonnes habitudes, sachant que le Qatar abrite le plus grand dépôt d'armes américaines du monde hors du territoire des États-Unis.
peut se poser des questions sur l'indépendance de cette chaîne. Un autre exemple de manipulation est le cas du PSG, nouvel opium du peuple. Le foot accapare les esprits, le porte-monnaie, le temps libre de toute une jeunesse. Or, par ce biais, qui est celui du divertissement et du fanatisme, il devient fort aisé de faire passer des messages ou de rassembler des forces conséquentes. Les bons vieux hooligans d'antan se sont adjoints de nouveaux amis, crâne rasés eux aussi, mais issus de la diversité, qui ont manifesté en mai dernier leur désir de prendre d'assaut Paris devant la Tour Eiffel. Un bonheur n'arrivons jamais seul, le Qatar encourage aussi l'esprit managérial dans les banlieues en prêtant 50 millions de dollars, défiscalisés bien entendu, à des jeunes patrons issus de la diversité, et le petit pays finance des puissantes institutions religieuses. Celles-ci sont capables de mener la guerre sainte, comme toute religion, et malheureusement, fascisme catholique, sous Mussolini, protestants sous les dictatures d'Afrique, musulmans en Syrie. Bon. Mais aussi bâtir sur les ruines des États-providence un nouveau modèle social, à la place des institutions publiques fondées sur l'égalité et la justice sociale. C'est la charité religieuse qui va remplacer les institutions laïques et républicaines. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que la République laïque a un ennemi, qui est le communautarisme ethnico-religieux. Plus qu'un symbole, c'est bien une tentative de changement de société qui se dessine derrière, je dis bien changement de société par remplacement, ce qui n'est pas la même chose, et qui se dessine derrière les émeutes urbaines, une contre-révolution téléguidée par un patronat conquérant et des églises fanatisées. Pour éviter que les coups d'État réactionnaires des pays arabes ne se propagent en France, il faudra choisir. La France est une république laïque, concept que renie l'Union européenne qui entend faire du religieux le nouveau lien social. Certes, comme l'a dit Saint José Manuel Barroso le 30 mai dernier à Bruxelles, devant une vingtaine de hauts dignitaires chrétiens, musulmans, juifs et hindous, il y aurait beaucoup plus de souffrances en termes sociaux sans les églises. Mais les remèdes objectifs à la crise ne sont ni dans l'islam, ni dans le Christ, ni dans le grand Dieu Pachacamac. Ils sont dans une extermination du chômage liée à une réindustrialisation planifiée, à l'arrêt des politiques impérialistes fondées sur le pillage de main-d'œuvre et le pillage en matières premières, qui désorganisent pays d'émigration et pays d'immigration. Et dans les puissants moyens d'intégration, tels que l'école, véritablement, je dirais, républicaine, et un service national militaire, sans ces creusets, il y a des raisons de craindre que la nation explose en guerre civile. Voilà, c'était une petite analyse personnelle sur le fait qu'il est important de remettre les idées à l'endroit. Et je constate avec stupeur qu'il y avait peu de délinquance dans les pays de l'Est, à l'époque des soi-disant régimes terribles et totalitaires du communisme, et dont la délinquance est devenue, je dirais, l'élément par lequel le lumpenprolétariat, c'est-à-dire les sous-prolétaires, ne pouvant avoir accès à la société qui leur est proposée, de la consommation et du bien-être, se mettent en marche pour l'acquérir d'une façon violente et d'une façon délinquante. Et c'est encore une fois le système qui pose problème et non pas les individus qui inconsciemment en sont victimes et qui commettent également des crimes et qui, par voie de conséquence, eux-mêmes créent également des victimes. Voilà, c'était une petite réflexion. Et il est important de temps en temps de recadrer les choses. Et n'oublions pas que, comme disaient Hegel et Marx, un mouvement de réflexion, de prise en compte du militantisme révolutionnaire ne peut se faire que dans l'appui d'une connaissance historique des différentes luttes passées et l'appui d'une nation dans laquelle on s'y reconnaît. Voilà, je vous remercie de cette écoute et je vous dis à la prochaine chronique.